Alors, en ce qui vous concerne, Monsieur Jacques Delors, on va donc parler successivement, d'abord de l'Europe, évidemment, ensuite de l'ingénieur social, et enfin du catholique, parce que ce sont non pas vos seuls 3 aspects importants, mais 3 des aspects importants. Alors, on va commencer donc par ce qui concerne l'Europe, et le rappel des archives. Jacques Chaban-Delmas, qui était resté jusqu'à présent silencieux sur la guéguerre qui oppose Jacques Chirac à Édouard Balladur, est intervenu tout à l'heure au micro d'Europe numéro 1 pour souhaiter que les 2 frères ennemis du RPR s'entendent. Je leur ai déjà fait savoir que je considérais qu'ils devaient s'entendre eux aussi. Comment vous jugez cette lutte fratricide qui s'annonce peut-être au sein du RPR pour la candidature à la présidentielle? Je pense qu'elle est fâcheuse et qu'elle risque de devenir dangereuse. De l'autre côté, un candidat s'annonce, potentiel encore, Jacques Delors. Vous le connaissez si bien que vous avez travaillé très très longuement avec lui. Ce qui découle de ce que vous dites, c'est que vous pourriez faire la médiation avec les 3. C'est que le personnel politique français est d'une rare richesse. Ce personnel politique qui est tant décrié, tant attaqué, eh bien voilà qu'il fait surgir 3 hommes de grande dimension, à la fois. Donc on reprend pour ce 2e épisode de la thèse de Daniel. On va reprendre les choses où on les avait laissées dans la description, le déroulement historique de ce qui est au cœur de la construction européenne, c'est-à-dire des problèmes géopolitiques et économiques liés aux circonstances historiques de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale. On en est arrivé à l'après Deuxième Guerre mondiale, et un point important qui va déterminer beaucoup de choses dans la suite des événements, pas seulement d'ailleurs pour ce qui concerne la problématique monétaire et la construction européenne, mais qui va être important dans la suite des événements de l'économie française, d'après-guerre et jusqu'à la fin de la période gaulliste, on va dire jusqu'à Giscard et Mitterrand. C'est ce que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, une personnalité bien particulière, bien qu'un peu oubliée, qui est Bloch-Lenné, et le fameux circuit du Trésor. Donc je t'invite à redémarrer sur cet aspect des choses. Très bien. Alors en 1945, nous savons très bien que la France sort de la Deuxième Guerre mondiale, un pays vainqueur mais ruiné. Le coût économique est terrible. À cet effet, il était pris conscience que la France avait aussi un retard industriel dans les années 20 et 30 par rapport à l'Allemagne, qu'elle avait un retard technologique par rapport aux États-Unis. Il y a un événement aussi qui allait avoir son importance, c'est que les hauts fonctionnaires ont compris que la rente coloniale s'est terminée. Il va falloir devenir un pays industriel comme les autres. Et un pays à développement industriel, nous avons besoin d'investissement, de dépenses de capital. Et à cet effet, la France voulait garder une certaine indépendance économique et elle va imaginer ce qu'on va appeler le circuit du trésor. Le terme a été théorisé par Bloch-Lenné. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est une construction collective. C'est Bloch-Lenné qui a fait, si on peut dire, sa théorisation, qui consiste tout simplement à financer les investissements par la création monétaire. Et d'où vient cette idée? Tout simplement, c'est le financement qu'avaient imaginé les Allemands dans les années 1933, lorsque Hitler est venu au pouvoir, pour financer la réindustrialisation militaire de l'Allemagne. C'est-à-dire que les dépenses d'investissement vont être financées par des prêts qui vont pouvoir être rescomptables ou remboursables en avance auprès des banques par la création monétaire. On va avancer les fonds correspondant aux factures, en les escomptant, voilà. aux entrepreneurs, aux industriels qui vont présenter ces factures à leurs banquiers. Et les banquiers, en contrepartie, vont produire la création monétaire correspondant à ces fonds. Je parle sous ton contrôle. C'est une des mécanismes. Le circuit du trésor est un ensemble de mécanismes très complexes. Il n'y en a pas un seul. Oui. Là, tu as parlé de l'escompte. De l'escompte. On parlera aussi des investissements, parce qu'il n'y avait pas de capital, il n'y a pas d'épargne disponible
pour financer les investissements, les banques pouvaient prêter cet argent, mais avaient besoin de ces fonds. Ils ont imaginé que les banques pouvaient prêter sur du court terme, et ensuite, elles se faisaient rembourser, escomptées, par la Banque centrale, voilà, pour avoir ces fonds nouveaux disponibles. En même temps, ils contrôlaient l'ensemble de la masse monétaire, qui faisait qu'ils pouvaient allouer les fonds aux dépenses de l'État, mais aussi aux dépenses d'investissement nécessaires. Ça c'était aussi bien vrai pendant l'Allemagne avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, que ce que va mettre en place, notamment sous l'impulsion de Bloch-Léné, ce qui va être ce qu'on va appeler le circuit du Trésor. Oui, le circuit du Trésor, c'est ça. Alors, il faut dire une chose, la comparaison avec le système nazi imaginé par le banquier allemand, Hjalmar Schnack, est un peu maladroit, mais bon, c'est lui qui a théorisé en premier qu'on pouvait pas seulement escompter des factures, mais aussi des prêts d'investissement. Voilà. Et puis, bon, ils ont repris l'idée. Des créances d'une manière générale. D'une manière générale, voilà. Et qu'en même temps, Bloch-Léné va aussi théoriser que le Trésor peut créer de la monnaie, sa propre monnaie. Voilà. Et que le Trésor avait un pouvoir créateur monétaire et qu'il pouvait échanger sa monnaie. Le Trésor, c'est-à-dire l'État. L'État, oui. Et non pas une banque centrale quelconque. Oui, la banque le Trésor public avait les mêmes prérogatives qu'avait actuellement une banque privée. On appelait cela la création du Trésor. Et elle pouvait, ce qu'on appelle escompter ou refinancer auprès de la banque centrale, si nécessaire. Ces mécanismes étaient bien contrôlés, parce qu'ils prenaient en compte l'inflation. Il y avait de l'inflation, mais cette inflation était liée à des causes extérieures. Là, on parle maintenant, on est de nouveau dans la France d'après-guerre. Hein, d'après-guerre. Il y a une inflation importante durant les 2 premières années. Elles sont liées à des raisons purement historiques. La France était un pays vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Il était impossible de demander à la population de faire des efforts supplémentaires. Ce n'est pas un pays vaincu. Il y a eu une inflation durant la période, la guerre de Corée, mais c'était une inflation externe, hein, et c'était les matières premières qui ont augmenté. Et il va y avoir une inflation aussi dans les années 57 et 58, qui va être une des raisons de la venue de Gaulle. C'est lié aux dépenses militaires, voilà, excessives liées à la guerre d'Algérie. Liées aux guerres coloniales. Oui, oui. De décolonisation belliqueuse. Exactement. Et là va apparaître un événement. Indochine et Algérie. Un événement qui est gardé sous silence, qui est vérifiable. Et on pourra vous communiquer les sources, notamment fait par un comité franco-allemand à l'université de Cergy-Pontoise, qui s'appelle l'histoire monétaire et budgétaire franco-allemande. En 1958, le FMI prend contrôle de l'économie française, contrairement à ce qu'on nous dit, en 57-58. C'est eux qui vont influencer la haute administration sur la nécessité d'avoir un gouvernement stable pour lui donner un prêt relais. Qu'est-ce qui s'est passé en 57-58 ? En 57-58, l'inflation a repris et la France allait avoir un manque de devises étrangères pour acheter des biens et services dont elle avait besoin. Et conformément aux accords internationaux, notamment de Bretton Woods, un pays qui n'a pas les moyens d'acheter des biens et des produits étrangers en dollars peut avoir une aide d'une FMI, mais sous condition. Et c'est à ce moment-là que le FMI va intervenir. Politiquement, ils vont demander... On est déjà sorti du plan Marshall à ce moment-là. On est déjà sorti du plan Marshall, oui. Tu me fais bien rappeler le plan Marshall, oui. C'est important, je ferai une remarque après. Il faut bien important de dire que va arriver un événement très important. Le FMI va demander que la France met fin progressivement au circuit du Trésor et que le Trésor public n'ait plus le pouvoir de créer de la monnaie comme les banques privées. Voilà. Dès 1958, le FMI va demander à la France de sortir du circuit du Trésor. Le circuit du Trésor, comme on dit, c'est un ensemble de systèmes complexes qui permettait à la France de se financer sans s'endetter à l'étranger par la création monétaire de dépenses socialement et industriellement nécessaires. Ce n'était pas un système d'avance de fonds,
C'était seulement un système de financement des dépenses d'investissement, essentiellement. Bien entendu, il y avait aussi... En gros, de produire la monnaie qui correspondait à ces investissements, à ces créations de richesses, etc. Oui, mais permettait aussi aux entreprises, comme tu l'as dit, de financer leur fonds de roulement. Oui, oui, ce que permettait justement la monnaie. Voilà, La masse monétaire nécessaire à permettre cette circulation. Alors tu me fais bien de dire, Dominique, c'est très important de bien comprendre que cela ne signifiait pas qu'on allait créer de la monnaie pour rien. On faisait simplement une avance aux banques, mais l'État ou les entreprises publiques ou les entreprises privées devaient rembourser leurs dettes aux banques. C'est-à-dire, c'était finalement, c'était pas une création monétaire. Par la suite, cette monnaie qui a été créée allait être annulée par le remboursement, mais ça permettait d'un financement, de faciliter les financements. Et cette technique de circuit du trésor... Elle était... Pour expliquer aux gens qui n'ont pas l'habitude des mécanismes macroéconomiques, et notamment monétaires, elle était supprimée par le fait qu'une fois les investissements effectués et réalisés et payés, y compris par leur consommation, du coup, l'avance en monnaie fiduciaire, en monnaie, était retournée par ceux qui avaient vendu, du coup c'est bien, et la banque émettrice, la Banque de France, créatrice de monnaie, l'éliminait. Donc c'était, on voit bien que le fonctionnement, c'était une avance à la production de richesses remboursables, une avance en termes de marchandises qui permettait la circulation et la création de ces richesses, pour bien comprendre le mécanisme monétaire dans sa philosophie, on va dire, pratique. Et il ne s'agissait pas du tout de faire tourner la planche à billets, comme on dit vulgairement, mais il s'agissait de fournir la marchandise nécessaire au fonctionnement de la machine économique pour qu'elle puisse produire les richesses justifiées et nécessaires par la croissance elle-même nécessaire de l'économie du pays. Tu le résumes très bien, Dominique. On peut appeler cela comme étant une création temporaire de monnaie. Voilà, puisque par la suite, cette création monétaire était remboursée. Alors, on confond toujours avec les événements de 1923 en Allemagne, où c'est simplement de la création monétaire ex nihilo, ad vitam aeternam, pour des raisons politiques, puisqu'on ne faut pas oublier... Enfin, on confond, oui, mais ça on en a déjà parlé, je voudrais surtout dire, sous ton contrôle, qu'on confond surtout avec la manière dont les Américains, utilisant leurs privilèges au niveau du dollar, eux, vont en revanche financer leur déficit en faisant tourner la planche à billets, ce qui est complètement différent. Ah oui, mais eux, bien sûr, et surtout, c'est-à-dire que le dollar est à la fois une monnaie nationale américaine et une monnaie internationale. Et justement, ils font tourner leur planche à billets, comme tu dis, pour financer leur déficit, mais aussi financer les paiements à l'étranger par la création de monnaie internationale qui ne rentre pas dans le circuit américain, qui ne crée pas d'inflation et qui n'est pas détruite. Il faut bien savoir que le système de circuit du Trésor est une des modalités de financement des investissements permettant à ne pas supporter des taux d'intérêt élevés pour pouvoir financer une base industrielle. Voilà. Et le problème qu'avait eu l'économie française dans les 57-58, c'est un problème de balance de paiement. C'est une balance commerciale déficitaire. Et qu'à l'époque... Déficitaire du fait des surcharges budgétaires que tu as évoquées, liées notamment aux guerres coloniales, etc. Aux guerres coloniales, mais bien sûr, aux guerres coloniales, mais on oublie aussi une chose, c'est qu'il y avait aussi une volonté qui a été apparue dans la fin des années 30, dont je n'ai pas tous les éléments, qui a été de recréer une nouvelle France et de donner à la France une nouvelle base industrielle. Voilà. On parlait de reconstruction. Oui, ça on en a parlé déjà lors du premier épisode. Voilà. Et que finalement... L'époque qui va donner le Francfort, etc. Voilà, et que oui, mais le Francfort a été une désactivation de cette politique. Et ça a été une politique patrimoniale. Et tu me le fais très bien dire, il y avait la rente coloniale, qui est un des sujets tabous. Voilà, la classe bourgeoise vivait de la rente coloniale et que celle-ci lui suffisait et qu'elle n'avait pas du moins, elle permettait de rééquilibrer le commerce extérieur. La balance extérieure. Parce qu'elle profitait essentiellement, effectivement, à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie, notamment coloniale. Et il faut aussi savoir que la France contrôlait les flux de capitaux
et les flux de marchandises. Elle pratiquait un protectionnisme, non pas un protectionnisme intégral ou autarcique, mais un protectionnisme, j'allais dire, constructif. C'était pour permettre le développement de son industrie. Ça, là, nous sommes de nouveau après-guerre. Après la guerre, oui. Nous sommes de nouveau dans les années 50. Dans les années 50. Fin des années 50. Enfin, disons, dans les 30, le début des... Enfin, pendant les 30 Glorieuses. Voilà. Et dans les Grandes Glorieuses, c'est construite sur une politique de financement autonome par la création monétaire temporaire. Et voilà. Et puis, cela n'a... Alors, on dit... Et une inflation relative. Oui, l'inflation relative. Comme je le fais préciser dans la précédente partie, l'inflation avait une explication qui n'était pas liée à cette technique de financement. Elle était liée à une politique de prix. Oui, c'est important que tu précises ça, puisque ça va nous ramener à notre fil rouge de l'or. Hein, de l'or. Mais explique bien ce Alors, il faut phénomène. savoir une chose, c'est que Delors a été remarqué par la personne qui a théorisé le circuit du trésor, Bloch l'aîné, et par une autre personne qui s'appelle Pierre Masset, qui était directeur général du plan. Ils ont remarqué Jacques Delors parce qu'il avait une capacité de synthèse et rhétorique qui était très percutante, très intéressante et très riche. Voilà. Politiquement, surtout. Ils savent décrire les situations sans utiliser un langage marxiste, sans utiliser un langage revendicatif, et en essayant de trouver une synthèse. C'était son talent. C'était sa manière de voir. Et compte du fait que Pierre Masset demandait des représentants de syndicats, comme il était au plan, la CFDT a décidé de choisir Jacques Delors. Voilà. D'abord, il a été nommé aux commissions économiques et sociales, une création de la Ve République. Delors qui était rédacteur à la Banque de France à ce moment-là. Il était simple employé à la Banque de France. Il était simple employé. Il était simple employé à la Banque de France. Et je vous rappelle qu'il a écrit un article sous le nom de Roger Jacques, où il fait une critique très pertinente de la construction européenne, selon les traités de Rome, où il dit très bien que la France n'a rien à attendre d'un pays tiers pour son redressement, qu'elle doit faire les efforts elle-même. Et que le choix européen, pour favoriser son redressement, est illusoire. Alors donc à l'époque, sous pseudonyme, il écrit un article très critique, une charge contre le traité de Rome. Comme le traité de Rome, qui est très actuel. Il l'a oublié, il ne le cite pas dans ses mémoires. Il est disponible. Disons qu'il est passé à autre chose après. Ouais, ces articles sont disponibles sur Internet. Voilà. Nous pouvons vous fournir les références si nécessaire. Et Pierre Masset et Bloch l'aîné vont analyser la situation en France et vont prendre conscience que l'inflation est trop élevée par la moyenne des autres pays, notamment de l'Allemagne, et ils vont en chercher une des causes principaux. C'est la politique des revenus, c'est les revenus. Ils vont remarquer que certaines catégories de la population, certains types de revenus, augmentent trop vite et sont génératrices d'inflation. Voilà, notamment des revenus de classe moyenne, certaines catégories... De classe moyenne supérieure. Supérieure, oui, je viens de dire classe moyenne supérieure, des professions libérales, ainsi que de certaines entreprises qui ont des marges trop importantes et qui obligent une augmentation générale des salaires. Et ils vont proposer à Georges Pompidou de mettre en place, sous son contrôle, à travers un organisme spécifique. Là, c'est l'époque Pompidou avec Chaban-Delmas comme Premier ministre. Non, c'était... On n'est pas encore à Chaban-Delmas. Non, là, c'était Jacques Delors au plan. Il est encore au plan, d'accord. Au plan. Et Jacques Delors, avec Pierre Masset, vont mettre au point ce qu'on va appeler la politique des revenus. La politique des revenus, il faut bien préciser, des prix, des salaires, des dividendes. Des prix, des salaires, des dividendes. Qui va permettre, en fonction de chaque catégorie socio-professionnelle, où il faut demander à des professions libérales, à certaines entreprises, de limiter la hausse des salaires, la hausse des prix, leurs bénéfices, pour permettre une inflation beaucoup moins forte. Et ils vont axer l'augmentation des salaires sur la productivité. Voilà, il se dit que l'augmentation des salaires ne pourrait être que conforme à la productivité. L'objectif général est d'avoir une inflation plus basse, équivalente à celle de l'Allemagne. Alors nous précisons que nous sommes après 1957. La France a signé le traité de Rome, donc elle a décidé d'ouvrir ses frontières avec l'Allemagne, d'accepter une concurrence libre et non faussée. On est donc déjà, excuse-moi de te couper, c'est un point sémantique important.
déjà à l'époque, quand on parle de productivité, on a en tête la compétitivité. Ben oui, c'est le terme déguisé. C'est un terme. Les deux termes. Ce n'est pas de la productivité au sens strict, La d'efficacité de l'appareil de production pour produire dans les meilleures conditions possibles, à la fois de conditions de travail, de charge de travail que de qualité du résultat. C'est pas du tout de ça dont il s'agit de la compétitivité puisqu'il s'agit déjà d'une logique de rattrapage de nos compétiteurs, à commencer par l'Allemagne. Oui, là je pense que tu as parfaitement raison parce que Jacques Delors parle de productivité et le gouvernement parle de compétitivité. On fait remarquer que les deux acteurs, que ce soit le gouvernement ou bien le plan, ne précisent pas très bien le sens des mots. Qu'est-ce qu'ils entendent par productivité, qu'est-ce qu'ils entendent par compétitivité. Compétitivité, productivité, c'est l'utilisation des facteurs de production qui permettent de produire beaucoup plus avec... de produire mieux. Mieux. Et plus. Et de meilleure qualité. De meilleure qualité. Et la compétitivité, c'est de réduire les coûts de production. Le coût et le prix. Voilà. Le coût et le prix, absolument. Il faut bien distinguer les deux. Sachant que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, nous étions sous les accords de Bretton Woods. On n'avait pas le droit de dévaluer sa monnaie sans accord des Américains du FMI. Il faut le savoir, ça. Les gens l'oublient un peu, malgré une dévaluation très forte en 1958, autorisée par le FMI, mais là, c'est pour des raisons, on va bien préciser, politiques, et il fallait que la France aussi trouve une solution par rapport à ses dépenses coloniales. Donc, c'était lié à un contexte géopolitique bien particulier. Là, va apparaître quelque chose qui va avoir une importance capitale et qui est masqué à l'opinion publique. La politique des revenus, c'est-à-dire contrôle des prix, des salaires et des dividendes, va être rejetée par Georges Pompidou après avis auprès de différentes personnes, de hauts fonctionnaires, notamment de Gruon, de Bloch-Léné. Georges Pompidou va dire que aborder un contrôle impératif, obligatoire et, comment dire, officieuse et aussi, pas, comment on va dire, de manière ouverte des prix, des salaires, des revenus, risque de remettre en cause l'ordre social. Oui, quand tu dis de manière ouverte, c'est-à-dire sans la moindre compensation sociale. Voilà. Je précise aussi, à l'usage de ceux qui vont écouter la vidéo, que quand tu affirmes et que tu cites les hauts fonctionnaires qui vont dissuader Pompidou, tu te bases sur des témoignages directs de certains témoins de l'époque et même de certains d'entre eux. Oui, mais il y a des thèses qui sont disponibles. Oui, mais en plus, tu en as rencontré dernièrement. Oui. Et puis aussi, il y a aussi quelque chose... les survivants, on va dire. Les survivants. Mais... il y a des thèses qui ont été faites là-dessus, qui vont encore beaucoup plus loin que là je oui. Donc c'était juste pour préciser, parce que comme les gens ont tendance, dès qu'on leur révèle ces choses qui ne cadrent pas du tout avec le récit fantasmatique que nous font entre autres Delors ou ses successeurs europhiles, on nous traite de complotistes. Donc tout ça sont des faits complètement avérés, qui ont été croisés, certifiés. Les documents sont disponibles au service de documentation du ministère de l'économie. Voilà. Alors je te laisse poursuivre. Donc politique des revenus, Pompidou refuse pour les raisons que tu viens d'indiquer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Giscard d'Estaing était ministre de Finances et va commencer à appliquer une politique de déflation salariale. On va parler de lutte contre l'inflation, qui va avoir des conséquences terribles. Et là je me base sur des livres qui ont été écrits par le club Jean Moulin, un club informel de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques de gauche, de droite. Auquel participait soi-disant Delors. Alors là, Delors, comme on dit, comme Bloch-Léné, dans ce club Jean Moulin, ont joué un double jeu. Ils ont dit qu'ils faisaient partie de ce club, mais qu'ils n'engageaient pas leur responsabilité personnelle. Voilà. Et en réalité, il n'y a pas de contribution de Delors significative au club Jean Moulin. Non,
c'est faux. C'est une Tu as erreur. vérifié strictement? J'ai vérifié. Tu as passé en revue toutes les archives? On peut voir les études qui ont été faites par Mme Claude Andrieux, qui a écrit un livre sur le club Jean Moulin, L'amour de la République. Il est très bien dit que Jacques Delors avait un comportement qui était trop erratique, si bien qu'il a créé son propre club, qui s'appelle le club Citoyen 60, le club personnaliste, qui était rattaché à la revue Esprit. Mais tout ça, ces aspects personnalisme, Mounier, démocratie chrétienne, on en parlera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on va se concentrer donc sur cette politique des revenus, l'intervention du club Jean Moulin, la politique de déflation salariale décidée dans l'intérêt principalement du patronat et de la bourgeoisie par Giscard, qui est à l'époque, donc avant d'être président, et ministre des Finances de Pompidou, il faut le rappeler. À l'époque, là, il est au gouvernement à ce moment-là, Delors. Non, Delors n'était pas au gouvernement. Delors était au plan. Il n'est pas encore conseiller, c'est pas encore Chaban. En 1963, il est nommé haut fonctionnaire. Oui. Ce qui est un privilège. Donc on est encore sous De Gaulle là en fait. Il a été nommé, il a été remarqué par Pierre Massé. Oui, on est sous De Gaulle à ce moment-là. C'est Pompidou Premier ministre. Oui, mais là il va y avoir un événement qui va donner une réputation très favorable à Jacques Delors. Que la chose suivante. Il a parfaitement remarqué que la politique de stabilisation des prix faite par Giscard d'Estaing aura un effet très négatif et qui va annoncer les événements 68, c'est-à-dire que les salaires de la classe moyenne supérieure ou d'une classe moyenne ou de certaines catégories socio-professionnelles vont continuer à augmenter, mais que les salaires bas d'une partie de la population ne va plus pouvoir augmenter et va même stagner. Ce qui va faire que la société française va se sentir de plus en plus divisée entre ceux qui verront leur niveau de vie amélioré, augmenter en fonction de la productivité et de la compétitivité, et ceux qui verront leur niveau de vie stagner. Et c'est une des raisons pour laquelle... On peut même préciser que la richesse des uns va être liée à l'effort de productivité et en réalité de compétitivité qu'on va demander aux autres, parce que c'est là que les classes moyennes vont se développer de manière fortement différente, suivant qu'on est plutôt consommateur ou plutôt producteur. Voilà, c'est ce qu'explique fort bien Kluskar dans ses analyses d'époque. Il y a aussi un autre événement qu'on ne dit pas et qu'on est obligé de dire. Il y avait une grande grève des mineurs qui se sont aperçus que leur salaire n'augmentait plus, qu'ils avaient des mineurs de charbon, qu'ils avaient peur pour leur emploi, qu'on n'avait pas de solution à leur proposer pour une reconversion professionnelle. Et compte tenu du fait que Pompidou a trouvé que les revendications salariales étaient exagérées parce qu'il considérait que les activités de charbonnage étaient moribondes, il a été aussi décidé dans l'industrie, dans le bâtiment, de faire appel à l'immigration économique et de mettre fin au plein emploi. Georges Pompidou, les documents sont disponibles au ministère de l'économie. Donc quelle année à peu près ça? En 1963. Il faut savoir qu'il y avait deux événements qui ont été très importants. Une longue grève des mineurs, qui avait le soutien populaire, parce que les mineurs ont été quand même cette classe de travailleurs qui a été obligée de relancer l'économie française. Le mineur a toujours symbolisé la classe ouvrière. Oui, 1945. À juste titre d'ailleurs. Je précise que je suis fils de mineur. Donc tu en sais quelque chose. Oui, beaucoup de trop même. Il y a plus de traumatisme que de bons souvenirs. Et il a dit, là il apparaît la chose suivante, c'est qu'ils ont décidé dans l'industrie de faire appel à l'immigration économique. Et Georges Pompidou va aller en Algérie négocier une immigration économique nord-africaine en 1963. Pourquoi? Selon certains documents en ma possession, qui méritent d'être vérifiés, donc c'est une hypothèse à confirmer, mais qui est exacte. Le traité de Rome commence déjà à cette époque de poser un problème majeur. L'Allemagne est prête à faire une politique commune au niveau agricole, mais pas au niveau industriel. Chaque pays a sa propre politique industrielle, mais peut subventionner, aider son industrie. Pourquoi? Parce que l'Allemagne était surdimensionnée au niveau industriel. Elle a une industrie qui est surdéveloppée grâce à l'aide externe des Américains. On ne le répétera jamais assez. D'une part, elle n'a pas ses dépenses militaires aussi importantes que la France souhaite consacrer
que la France a été contrainte de consacrer avec notamment la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Voilà. Et à partir de là, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing et Charles de Gaulle souhaitent, gagner une compétitivité industrielle. Voilà. Sans investissement. Le point d'investissement ne se pose pas, le point de formation ne se pose pas. C'est seulement une compétitivité fondée sur les coûts. On le répète bien. Et ça, c'est conséquences très graves. Et c'est dans ce contexte-là que le père Giscard, qui fait ses débuts comme ministre des Finances, donc de Pompidou, décide de régler le problème par une politique de déflation salariale. Déflation salariale. La notion de compétitivité industrielle n'est seulement vue en termes de coût salarial. Et la notion d'inflation est globalement analysée comme une politique de revenus inégalitaire et qui a un impact global négatif. Voilà. Voilà comment, dans les années 60, est analysée l'inflation. Là, il va y avoir le mythe qu'on va se servir dans les années 80, 90, par nos historiens libéraux, que nous avions dans les années 60 une inflation financée par une croissance financée par l'inflation. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. La croissance est dédiée au travail. On ne finance pas une croissance par inflation. L'inflation des années 60 est liée à plusieurs causes, et notamment des causes externes. Et aussi, il faut bien le dire, la France avait un retard industriel de qualité de vie colossale. On ne peut pas oublier, on manquait d'hôpitaux, on manquait d'écoles, on manquait de logements sociaux. Voilà, il faut s'y voir dans ce contexte actuellement. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on avait un parti communiste qui était très puissant, qui demandait quand même à ce que les travailleurs vivent dans la dignité. Voilà, et que cette dignité impliquait aussi un effort. Et surtout, on ne demandait pas, comme tu l'as fait dire, à la classe bourgeoise, à la classe supérieure, de faire les efforts qu'il fallait. Elle avait le droit de s'enrichir avec l'inflation. Voilà. Et en Allemagne... Eux, ils n'avaient pas besoin d'être compétitifs puisqu'ils ne produisaient pas, ils consommaient. Il faut savoir une chose, que les entreprises allemandes acceptaient de réduire leurs marges, que les banques allemandes acceptaient de réduire leur taux d'intérêt pour permettre à l'Allemagne de se maintenir en stabilité des prix. Ce qui n'était jamais le cas en France. Je répète, en Allemagne, il y a un consensus qui est à la fois patronal, salarial et bancaire, d'accepter de réduire des marges commerciales, de réduire les taux d'intérêt pour maintenir une politique de stabilité des prix. En France, la politique de stabilité des prix ne se fait que par le chômage et par le salaire. Alors tout ça, ça m'amène à te poser une autre question qu'on avait laissée en suspens lors de l'épisode précédent, qui est liée à la fois donc à la problématique du circuit du Trésor. Donc on voit à quel point c'est un élément qu'il faut bien comprendre pour comprendre la suite et la progression des événements. Et une autre question qui a fait l'objet de pas mal de polémiques d'ailleurs ces derniers temps, qui est la fameuse loi de 73, puisqu'on est en plein avec Giscard comme ministre et non encore, comment dirais-je, président de la République. Ce sera l'année suivante. Donc, à ce moment-là, va intervenir donc une première offensive qui a été engagée déjà depuis un moment, mais qui se précise contre le principe du circuit du Trésor, notamment pour les raisons pratiques, concrètes et de changement d'orientation politique et monétaire que tu viens d'évoquer, elle-même liée à la problématique de compétitivité, soi-disant, et donc de balance de commerce extérieur, donc monétaire, et qui va consister à essayer de changer complètement la stratégie de monnaie, et qui va nous amener d'une part à la fameuse loi de 73, dont je vais t'inviter à expliquer les tenants, les aboutissants et les conséquences de manière concise, mais pour démonter un certain nombre de contre-vérités qui ont été émises de tous les côtés. Et ensuite, je t'inviterai à nous expliquer comment tout ça va déboucher aussi quand le père Giscard va arriver aux responsabilités suprêmes, va être élu président de la République, avec son copain Schmitt, vont commencer à réfléchir, à préciser un peu l'hypothèse de la monnaie unique en réfléchissant à un genre de marque qui deviendrait européen
et qui serait inspiré de la logique du CFA. Mais d'abord, commençons par la loi de 73. Giscard n'est pas encore président, mais on va décider de s'attaquer sérieusement au circuit du Trésor. Alors là, il va y avoir des événements qui vont avoir une conséquence très grave. Jacques Delors a prophétisé mai 68 indirectement, à travers la politique de Giscard d'Estaing en 1963 de stabilité des prix, car il trouvait que cette politique de stabilité des prix était très inégalitaire. Les événements de mai 68 et les accords de Grenelle vont conduire à une augmentation générale des salaires de 20 à 30%, si bien qu'en 1969, pour rester compétitif, et suite aussi à la crise de Bretton Woods, le franc va être dévalué. Pour des raisons politiques de prestige, cette dévaluation est mal vécue en France, pour des raisons de prestige. Et là va apparaître quelque chose de nouveau. Quelle année tu as dit? En 1969. En 69, donc c'est juste après la... C'est avant le départ ou après le départ de De Gaulle? C'était après le départ de De Gaulle. Oui. De Gaulle n'a pas voulu dévaluer et a demandé que c'était, compte tenu du fait que les Allemands avaient déjà des excédents commerciaux importants, par solidarité européenne, et compte tenu du fait qu'il les a aidés aussi à retrouver un rôle international, de faire un effort et d'accepter une réévaluation. Nous sommes aussi vers la fin du Bretton Woods. Une réévaluation du mark. Du mark, oui, du mark. Nous sommes à la fin du Bretton Woods. Il faut savoir une chose, que cette dévaluation était aussi liée au fait qu'on prévoyait une baisse du dollar et que le franc était surévalué. Parce que Bretton Woods présentait un défaut très important qui est cité par Barry Eschenheim, l'économiste qui dit que Jacques Delors est un comédien. C'est tout. C'est lui qui l'a écrit dans ses livres. Les accords de Bretton Woods avaient un inconvénient, c'est qu'ils ne permettaient les baisses de monnaie, mais pas leur revalorisation si les pays avaient des excédents importants. Ça faisait que le Deutschmark, la monnaie allemande, par rapport à ces excédents, pouvait être jugé surévalué et le dollar sous-évalué. Voilà. Et cela faisait des problèmes qui apparaissaient complexes, mais qui devaient remettre en cause ces accords de Bretton Woods et qui allaient se casser en 1971 à l'initiative des Allemands, comme tu me l'as fait remarquer. Les Allemands vont augmenter le mark pour protéger contre une inflation. Ils ne se protègent pas contre l'inflation, ils se protègent pour maintenir une compétitivité qualité-prix qui était favorable à leurs exportations. Et là, Georges Pompidou, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1969, avait parfaitement compris que ce n'était pas uniquement sur le salaire que l'industrie française devait être compétitive, mais aussi sur son développement industriel, ses investissements. Et Georges Pompidou va être dans son première phase du septennat, avant qu'il soit touché par sa maladie, va introduire l'impératif industriel. Il va dire que le problème n'est pas l'inflation, n'est pas la dévaluation, mais c'est l'impératif industriel. Permettre aux entreprises d'investir et d'acquérir un haut niveau technologique. À l'époque, on est encore, avec Pompidou, on est encore dans le gaullisme. C'est la fin du gaullisme, au moins sur cette logique de politique industrielle. Et politique industrielle à la française. Pourquoi? Parce que l'Allemagne ne voulait un marché commun, mais pas une politique commune. On ne le répétera jamais assez. L'Allemagne voulait un marché commun et pas une politique commune. Car la priorité pour l'Allemagne, c'était de retrouver une indépendance politique par une puissance financière. Voilà. L'ambition de l'Allemagne était de retrouver une autonomie politique par sa puissance financière. Ils y sont d'ailleurs parfaitement parvenus avec évidemment l'aide active des États-Unis. Et on n'oublie jamais par rapport à une monnaie sous-évaluée. Voilà. Mais en arrière-plan, l'Allemagne pouvait remettre en cause, pour avoir et là je ne suis pas d'accord avec Barry Eschenheim, il fallait aussi que le dollar ne soit plus une monnaie internationale et que les Américains ne financent pas par la planche à billets
les investissements ou les achats à l'étranger. Parce qu'on n'oublie jamais de dire que le dollar a un double statut. Une monnaie interne, une monnaie internationale. Voilà. Et on ne répétera jamais assez cela. Donc le problème est Georges Pompidou, comme l'a repris Pérou, un économiste dont s'est beaucoup inspiré Jacques Delors, est apparu le principe d'indépendance industrielle et technologique nationale. C'était ça le programme de Georges Pompidou. Et on devait laisser de côté l'inflation, mais privilégier la croissance, l'investissement, la recherche. C'est à ce moment-là que Delors arrive comme conseiller de Chaban? Oui, conseiller de Chaban, mais dans les relations sociales. Oui. Il appelle relations industrielles. Jacques Delors va initier des plans de contrat d'augmentation de salaire en fonction d'objectifs de productivité, mais garantissant le pouvoir d'achat. Ce qu'il voulait, c'est limiter la hausse des salaires, qui n'aille pas plus ce que l'entreprise pouvait faire. Mais alors comment on va arriver à la problématique giscardienne, à l'époque seulement ministre des Finances, qui va amener à la loi de 73? Là, c'est un secret de Polichinelle. Giscard et Chaban-Delmas étaient en conflit. Et ce conflit, Giscard voulait... tous ceux qui ont vécu l'époque s'en souviennent, conflit prétendument arbitré par Chirac à l'époque d'ailleurs, qui va jouer Giscard contre Chaban à ce moment-là. Là, tu m'apprends quelque chose. Ah, tu savais pas ça? Ah non, je savais. Oui, parce que tu es trop jeune. Non, mais c'est bon parce que... non, mais c'est notoire, la trahison de Chaban par Chirac qui joue la carte Giscard. Voilà, et Giscard voulait la compétitivité prix, il voulait la monnaie forte, voulait une économie à caractère patrimonial. Georges Pompidou voulait l'indépendance nationale industrielle. La France devait devenir un grand pays industriel exportatrice dans les nouveaux secteurs d'activité pour pouvoir concurrencer l'Allemagne. Chaban-Delmas voulait... La nouvelle société. La nouvelle société. C'est-à-dire, il mettait quand même en avant le social. Le social et refonder les rapports sociaux en dehors d'une analyse marxiste. Le but était de créer ce qu'on appelle le mythe du consensus. Oui, c'était l'époque du gaullisme comme contre-feu, seul contre-feu au communisme. Ouais, je précise que l'histoire va nous montrer que lorsque le chômage apparaîtra en France, il est très important que l'employeur ne développera plus la culture de consensus. Il l'oubliera très vite. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc, il oublie que la vie est un rapport de force. Hein. Voilà, et avant tout. Et alors ce conflit entre Giscard et Chaban, qu'est-ce que ça nous donne à ce moment-là et quel rôle joue Delors d'ailleurs? Chaban-Delmas et Delors sont tellement devenus brouillons, confus, que Georges Pompidou décide de mettre fin au mandat de Premier ministre de Chaban-Delmas. Il ne reprend pas Jacques Delors parce qu'il estime qu'il a perdu tout crédit. Et finalement, c'est Mesmer qui va venir et c'est Giscard qui va imposer auprès de Georges Pompidou qu'il faut donner priorité à l'inflation. C'est l'époque où, nouvelle mutation de Delors, il va devenir socialiste. Il va redevenir de gauche. Ah oui, et là il va redécouvrir la... Bon, revenons-en à Giscard. Et alors, là, il va convaincre un homme qui est gravement malade, qui est atteint d'un cancer, qui sait qu'il va mourir. Oui, Pompidou. Qui va instaurer la loi du 3 janvier 1973 de manière subreptice, avec une formule un peu, on va dire... Alambiquée? Obscure. Disant qu'il est interdit au Trésor public de présenter des effets publics. Que signifie cette phrase? Cette phrase signifie tout simplement la fin du circuit du Trésor, son démantèlement. Si bien que si on souhaite financer les investissements par une avance, par une création monétaire, avance remboursable, mais comment dirais-je, avec des garanties à partir de créances oui, c'est-à-dire qu'on ne finance pas n'importe quel investissement.
Et compte tenu nantis par des créances, on va dire. Compte tenu du fait qu'ils ont progressivement déjà abandonné cette technique pour lutter contre l'inflation, Giscard d'Estaing va dire tout simplement que le Trésor n'est plus tenu d'accepter, sauf décision gouvernementale, du Premier ministre ou du ministre du Budget, des effets escomptables ou un refinancement des investissements. Cela va être interdit. Alors l'argument de certains des intervenants sur le théâtre actuel du débat qu'ils ont opposé à ça était de dire que de toute façon ça ne se pratiquait pas avant. Non, c'est faux. Et c'est faux. Ça se pratiquait avant, ça se pratiquait non plus. C'est-à-dire que, toujours pareil, il y avait peut-être eu un mauvais usage, il y avait peut-être eu ce qu'on appelle, comment dire, des facilités qu'on leur accordait à certaines entreprises publiques ou même privées. Le problème a été, c'est qu'ils ont recherché... Ne t'occupe pas de moi, là je nourris les merles au passage. Ils ont recherché plus ou moins une meilleure rationalisation. Voilà, c'était ça. Et qu'ils ont quand même été inquiets que cette mesure paraissait inflationniste. Mais l'inflation n'était pas liée à ça. Pourquoi n'est pas liée à ça? Une raison très simple. Je vous demande d'être lucide. Ce qu'on appelait circuit du trésor, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, tout simplement. C'est pareil, c'est quasiment pareil. C'est une technique un peu, et ça profite davantage aux banques qu'à l'État. C'est le quantitative easing. Là est mis en place une remise en cause par rapport d'un système de financement à la française, lié au circuit du trésor. Un rapport va être fait par 3 personnes qui vont avoir une influence colossale. Marjolin, Wonser, Baumgartner. Vous voyez qu'il y a un rapport qui vont demander tout simplement... Marjolin, au passage, je signale, qui est aussi un des pairs, sinon P accent ERE, du moins un des pairs PAIR, parce qu'on va le trouver dès les débuts de la construction européenne d'après-guerre. Hein. Écoutez, pour Marjolin, tu fais bien de le préciser. Marjolin, ce sont les fils de pauvres qui ont réussi à l'échelle sociale et qui ont oublié d'où ils viennent. Il n'a que travaillé pour les Américains. Oui. Parce que si bien quand il a quitté ses fonctions politiques en France, il a travaillé pour les multinationales anglo-saxonnes. Voilà. IBM, Shell. Il n'a pas mis les services de ses compétences pour l'industrie française. Je fais un constat. Il se dit attentiste et il était pour la supranationalité de la communauté européenne, disant qu'elle serait plus efficace pour la France, sans se justifier. Voilà. Alors, le rapport Marjolin-Baumgartner... c'est ce rapport-là qui va faire la loi du 3 janvier 1973, qui est simplement une mutation. C'est-à-dire que vous savez qu'en France, le circuit du Trésor implique une administration des taux d'intérêt et de l'encadrement du crédit très strict, à travers une multitude d'organismes et d'établissements financiers. Et ce rapport va dire que ce système nous coûte très cher, qu'il est inefficace, et qu'on peut avoir des taux d'intérêt beaucoup plus bas si on passe par un système américain, l'open market. C'est-à-dire que ce sont les banques eux-mêmes qui vont se refinancer auprès de la Banque centrale et que l'État n'a plus aucun rôle à jouer. Très bien, très bien. Ou plutôt, il va commencer à s'endetter auprès des banques privées. Voilà, c'est plutôt ça la finalité de la chose. Voilà, et l'État n'a pas le mot à dire parce qu'il faut laisser les taux d'intérêt être fixés par le marché. En tout cas, c'est la raison officielle. Oui, c'était soi-disant pour que ça coûte moins cher. La raison officielle. Ce qui est complètement idiot, puisque je rappelle aussi qu'encore à cette époque-là, l'essentiel du circuit bancaire comme assurance et du circuit financier était contrôlé par l'État. Donc c'était de toute façon assez absurde. La vraie raison n'est pas avouée par Marjolin, ni par Baumgartner, ni par Wonser. C'était simplement d'homogénéiser les techniques de refinancement bancaire selon les mêmes méthodes que les Américains et que les Allemands en vue d'une union monétaire. Tout simplement. Le reste n'a été que de faux prétextes. Je précise, ce rapport avait pour but... Avec des charlatans, comme Delors par exemple, qui vont nous servir progressivement, avec la politique des petits pas engagée jadis par Monnet,
vont nous servir la construction progressive de ce qui va devenir l'euro. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Entre-temps, M. Jacques Delors, sans le dire dans ses mémoires, va être contacté par des organisations américaines, notamment la Commission trilatérale. Mais ça, il ne le dit pas. Il reste bien silencieux. Et il va apparaître auprès du milieu de la finance et des milieux internationaux comme étant un cheval de Troie. Voilà. Oui, parce que là, il est en train de nouveau de virer à gauche à ce moment-là. Attendez, alors là, il faut bien voir deux choses. Ce rapport-là va être appliqué progressivement, le rapport Marjolin, pour Kapner, va être appliqué définitivement en 1984, quand M. Jacques Delors est ministre des Finances, avant qu'il va être nommé à la commission... Oui, donc là, on n'est plus sous Giscard, on est déjà sous Mitterrand, oui. et Delors est ministre des Finances de Mitterrand. Oui, alors il faut savoir que la loi de 3 juin 1973, c'est un point de départ. Oui, oui. Bon, il faut savoir qu'ils pouvaient utiliser des techniques de contournement à travers certaines banques pour se financer leurs investissements, certaines dépenses publiques. Oui, je rappelle encore une fois, parce que les gens ne mesurent pas cette situation, je veux dire les jeunes générations, à cette époque-là, c'était d'autant plus facile de contourner, comme tu dis, que tout le circuit bancaire et financier, c'est-à-dire le circuit des assureurs y compris, était sous contrôle de l'État. Oui, oui, on ne rappellera jamais assez ça. Oui. Donc c'était assez facile de s'arranger entre alors le premier mensonge qu'on nous raconte, c'est qu'on dit que les avances existaient déjà depuis 1939 par une loi faite, 1936 par une loi faite par Léon Blum. Les banques centrales ont toujours avancé des fonds directement ou indirectement aux États, soit via des banques privées, même si elles sont indépendantes ou pas, que ce soit, ont toujours procédé à des avances de fonds, soit avec des intérêts, soit sans intérêt, soit remboursables, soit non remboursables. Première chose à dire, ça a toujours existé, même la BCE est obligée souvent maintenant le quantitative easing, c'est simplement en permettant aux banques privées de gagner de l'argent, d'avancer indirectement aux États pour se refinancer leurs déficits. Sinon, nous sommes en faillite. Bon, ça a toujours existé. La loi du 3 janvier 1973 avait le seul objectif de donner le pouvoir de la banque sur le trésor public. C'est-à-dire que le trésor public ne pouvait plus présenter ses effets sans accord de la Banque de France. Et la Banque de France s'arrangeait jusqu'à l'instauration de la monnaie unique par des procédés indirects de se refinancer, mais par des procédés indirects. Donc, la loi du 3 juin 1973, vous pouvez le vérifier auprès du ministère, au service de documentation du ministère de l'économie, je peux vous fournir les éléments de preuve, on pourra les scanneriser, n'avait pour but de dire que c'est la Banque de France qui est, comment on peut dire, qui tient tête au trésor public. Qui prend le pouvoir. Qui prend le pouvoir. Et pour permettre quand même, et qu'il fallait progressivement démanteler, non pas de manière apparente et brutale, le circuit du trésor, parce qu'on voulait un mode de financement qui soit identique de ceux pratiqués en Allemagne et en Angleterre, non, aux États-Unis, en apparence. Parce que le système allemand est différent du système français. Ils ont un financement public, mais au niveau des régions et pas au niveau des États. Des Länder, oui. Tout le système institutionnel allemand est organisé de manière fédérale, déjà, préfigurant l'Europe. Et là, il faut bien comprendre le mythe du 3 janvier 1973 qui est entretenu en disant que c'est une loi qui a poussé l'endettement de l'État, etc. C'est exact, c'est parfaitement exact, mais il faut bien préciser, parce qu'on a démantelé le circuit du trésor, c'est-à-dire permettre à l'État de s'autofinancer par la création monétaire des investissements qu'elle jugeait économiquement et socialement prioritaires. Je précise bien qu'elle remboursait ses emprunts. Ce n'était pas de la création monétaire, elle les remboursait. Maintenant, en ce qui concerne les taux d'intérêt, là c'est très important de dire. Est-ce que les taux d'intérêt, fallait-il qu'elles soient négatives ou positives? Qu'est-ce qu'on entend par négatif ou positif? Devait-elle être supérieure à l'inflation ou inférieure à l'inflation? Ce problème-là, on jugeait que les taux d'intérêt dans les années 60 et 70 étaient inférieurs à l'inflation.
ok, ça ne me pose aucun problème, mais on finançait de l'investissement. Or, il faut savoir qu'à partir de 1973, les industries françaises étaient n'investissaient plus. Justement, les taux d'intérêt étaient négatifs parce qu'elles n'avaient un mode de financement qui ne leur convenait pas. C'est tout simplement. Alors, on revient à l'épisode Giscard. Attends, je précise bien. Il faut bien préciser que la loi du 3 janvier 1973 a eu comme implication à ce que les entreprises françaises n'investissaient plus, même si les taux étaient négatifs par rapport à l'inflation. Je précise. La loi du 3 janvier 1973 a fait que les grandes entreprises françaises n'investissaient plus. Il faut bien comprendre. Les grandes entreprises françaises qui, encore une fois, à l'époque, étaient encore très largement sous contrôle de l'État. Oui, c'est M. Jacques Delors qui le dit dans ses mémoires. Alors, précise bien. De là, je voulais passer à un épisode qui survient à peu près à ce moment-là, ou peu après, et alors qu'on est encore sous Giscard, Delors a engagé sa traversée du désert et c'est pour se rapprocher de Mitterrand. Non, mais attends, je vais dire, je voulais juste que tu nous parles de l'épisode où le couple allemand, franco-allemand, à l'époque c'est Giscard-Schmitt, va commencer à imaginer une formule monétaire pour dépêtrer leurs problèmes de SME et autres, et où ils imaginent une monnaie unique inspirée du CFA, mais adaptée au contexte européen, qui serait une sorte de marque européen, qui va d'ailleurs plus tard devenir l'euro. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de cet épisode-là? Ben voilà. Et à quel moment ça se passe à peu près? Oui. Bon. Alors il faut dire que tu précises une chose, c'est que nous sommes dans un travail de recherche, de découverte, donc on ne peut pas avoir une vision très claire. Oui, il y a des éléments qui nous manquent. Qui nous manquent, deuxièmement, puisque M. Jacques Delors ne dit pas la vérité. Oui. Non plus. Et qu'on a beau consulter ces archives, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas disponibles. M. Jacques Delors décide en 1964 de devenir socialiste. Il veut la rupture du capitalisme. Oui. Il considère que la crise que vit la crise des années 73-74 est liée à une crise du capitalisme. Oui, il est syndicaliste CFDT à ce moment-là. Oui, et il redevient syndicaliste CFDT, que le keynésianisme n'a fait que maintenir le capitalisme de manière à prolonger la survie du capitalisme. Ah bah, sur tous ces points-là, encore une fois, on ne va pas le lui reprocher, puisqu'on est assez d'accord avec ces positions-là. Oui, mais attendez, il faut bien sauf qu'il va changer. Ouais, voilà, le capitalisme va mourir. Nous n'inventons rien du tout, nous faisons référence à un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « Changer ». Tout simplement. Mais il va simplement dire à la fin de son ouvrage qu'il faut lutter contre l'inflation, car l'inflation crée du désordre, et qu'il est pour un socialisme pluraliste. En 64, ça. En 1974. 74. C'est-à-dire 1974. Oui, mais changer, c'est quelle année? 1974. 74. Donc, au moment où il redevient socialiste, sa première période socialiste. Il devient socialiste marxiste. Ah oui, c'est ça. C'est le moment où il n'est plus dans la logique démocrate chrétienne, personnaliste et CFTC devenu CFDT. Là, il est passé carrément à la mode d'époque marxiste, post-68 tard. Il n'est pas démocrate chrétien, il se définit comme socialiste d'inspiration marxiste. Voilà, ça c'est 74. 1974. Il a écrit et il prédit la fin du capitalisme. Oui. Et il dit que la politique keynésianiste ne fait que prolonger la survie du capitalisme. Mitterrand nous annonçait qu'il allait changer la vie, lui, carrément. Donc, c'est homogène. Donc, à partir de là, Giscard d'Estaing va contacter Helmut Schmitt et va lui proposer de créer ce qu'on appelle un système monétaire européen autonome, c'est-à-dire qui ne dépendra pas du dollar. Mais Giscard demande ça à qui? À Helmut Schmitt. À Helmut Schmitt. Delors n'a plus rien à voir, n'a rien à voir dans cette opération. Delors est hors jeu déjà à ce moment-là. Il faut savoir une chose que vous ne le savez peut-être pas, qui est quasiment, qui n'est pas avoué. Giscard propose un poste de ministre à Delors. Voilà. C'est l'ouverture.
Mais Jacques Delors a décidé de devenir socialiste. Oui, donc voilà. Voilà, bon. Donc vous voyez très bien le personnage que c'est. Il faut préciser que déjà à cette époque, monsieur Delors faisait partie de la commission trilatérale américaine. Voilà. Mais il n'est pas impliqué dans les négociations Schmitt-Giscard pour une espèce de CFA européen qui deviendra l'euro. Donc. Mais monsieur Delors n'a aucune compétence monétaire. Il n'a simplement compris par ses responsabilités qu'il a eues au plan la difficulté de juguler l'inflation par une politique des revenus qui soit équitable et proportionnée par rapport à la productivité. Oui, c'est-à-dire en réalité la compétitivité. Voilà, il est simplement été influencé par Pierre Massé et il ne fait pas la distinction en différents types d'inflation. Et il va se former plus tard au principe monétaire lorsqu'il aura des responsabilités comme élu au Parlement européen. Il n'a exercé très peu de responsabilités à la à la Commission. Non, il était d'abord député du Parlement européen. Bon, oui. Et c'est là qu'il va être nommé à une commission monétaire. Et c'est là qu'il va faire sa conversion au libéralisme. Mais ça, c'est à quelle époque, ça? En 79. Oui. Mais là, quand on est en train de parler de Giscard Schmitt, on est bien avant. Oui, il faut bien parler du trajectoire de Jacques Delors. Jacques Delors va avoir une trajectoire assez atypique. Le système les taux de change deviennent flexibles en 1976, suite à des événements politiques qui sont facilement connus, la fin de Bretton Woods. Giscard d'Estaing propose à Helmut Schmitt de créer un système monétaire européen de taux de change stable mais ajustable. Et Helmut Schmitt lui dit « Oui, je suis parfaitement d'accord, mais à une seule condition, qu'à moyen terme, vous combattiez l'inflation. » Sachant que les causes de l'inflation étaient multiples. Mais la France n'était pas prête à combattre l'inflation à ce moment-là, pour des raisons, j'avais envie de dire, était trop dépendante du pétrole, les centrales nucléaires n'étaient pas encore opérationnelles. Et l'Allemagne refusait d'une politique énergétique commune, ça aussi il faut le dire. Et Helmut Schmitt propose à Giscard d'Estaing de créer un système monétaire européen autonome, contre l'avis du FMI et contre l'avis de Jacques Delors. Jacques Delors a dit, même en 1979, on ne tombe pas amoureux du système monétaire européen, qu'il faut une politique économique commune et que cela ne profitera qu'à l'Allemagne. C'est dans cet ouvrage, les années Giscard. Oui. Là, cela dit, là, une fois encore, c'était cohérent, sauf que ensuite il y aura d'innombrables retournements de veste, comme d'ailleurs son revirement de nouveau de gauche était déjà un retournement de veste. Et là, le système monétaire européen consiste à ce que chaque pays maintient un taux de change relativement stable, autour d'un taux pivot. Mais ça, c'est le SME. Le SME. Mais il va y avoir un problème. C'est que l'Allemagne est une monnaie forte, surpuissante, et que finalement, cela revient à créer une zone marque. Mais en France, on va utiliser un terme qui va être, qui va cacher cette réalité, un terme technique auquel il faut bien décrypter le sens. On parlera de rapport asymétrique. Voilà, il y a un rapport asymétrique. Le SME n'est pas, contrairement à ce que dit l'auteur de ces ouvrages, n'est pas un accord de la Communauté européenne. C'est un accord intergouvernemental. Bien précisé. Ce n'est pas un accord de la communauté. De la Commission. De la Commission. C'est un accord intergouvernemental qui est simplement pour faciliter la politique agricole commune. C'est la grosse mascarade. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux, c'est parce qu'il y avait d'autres systèmes de subvention
à donner. On savait très bien que ceux qui vendaient à perte on finançait leur déficit, on leur garantissait leurs revenus. C'était un prétexte complètement fallacieux, c'était une raison. Après, on parle de prestations compensatoires, bon, parce que l'Allemagne recevait des subventions lorsqu'elle exportait et la France devait payer un supplément. C'était comme on dit, des solutions européennes, mais qui n'avaient aucune conséquence sur la politique monétaire. Ça visait simplement à garantir des revenus aux agriculteurs. Le problème suivant était très simple. Le fait que Giscard d'Estaing accepte le système monétaire européen acceptera aussi le fait que la France aura un taux de chômage important. Mais ça, c'est pas dit. Ça, c'est dit dans les documents qui sont révélés maintenant. Ils sont révélés parce qu'on peut les consulter, notamment, on peut les consulter. Et même Raymond Barre va prévenir Giscard d'Estaing, il dit si vous faites le SME, vous risquez de perdre les élections à cause du chômage. Raymond Barre, que Giscard a nommé Premier ministre. Premier ministre. Meilleur économiste de France, nous disait-il, nous annonçant l'arrivée de Raymond Barre comme Premier ministre. Meilleur économiste. Alors, le problème du SME était le suivant, c'est que, d'une part, les financements des déficits des balances commerciales étaient ignorés. Nous allons voir avec Brousseau les conséquences que cela va créer. Le deuxième élément, il n'y a pas une politique industrielle économique commune qui permet les pays du SME d'avoir une balance commerciale stable. On ne comprend pas très bien ce qu'on veut dire par ce terme-là, mais plus ou moins équilibré. Ça aura des conséquences très graves. Le but est tout à fait différent. Le SME, ça voulait simplement préparer les États à la monnaie unique, c'est tout. Et avant de faire une monnaie unique, il faut, dans ce cas-là, que la France s'engage à stabiliser un taux de change fixe vis-à-vis du Deutschmark. Et les Allemands vont en profiter. Et il fallait que ce soit bancal parce que ce serait un argument de plus pour passer à l'euro et à la monnaie unique. Ouais. Et il faut savoir une chose, c'est que le Parti socialiste, notamment Jacques Delors, vont profiter des conséquences au niveau industriel français, le SME, et ils vont sortir une rhétorique nouvelle qui était la suivante, qu'on ne peut plus dévaluer les monnaies et créer de l'inflation pour faire de la croissance. Je précise bien. Ils vont sortir une rhétorique nouvelle, l'impossibilité de dévaluer la monnaie et de créer de la croissance par l'inflation. C'était l'époque des dévaluations compétitives. Elle n'était pas si compétitive. Enfin, ce qu'on appelait la dévaluation compétitive, ce qui était une spécialité notamment des Italiens. Elle était en France, elle n'était... Oui, en France, c'était pas trop le cas. C'était surtout la spécialité italienne. Et la France pratiquait les dévaluations plus par rapport à d'autres pays qui refusaient d'évaluer leur monnaie quand elles avaient... Absolument. Et que le fond du problème n'était pas la dévaluation et la réévaluation. Le fond du problème était de savoir comment on équilibrait les balances commerciales et les balances de paiement. Mais ce problème sera ignoré. Et nous allons voir avec Brousseau... C'était un problème de flux plus qu'un problème de prix. Voilà. C'est ça qu'il faut expliquer, enfin pour ceux qui comprennent ce que le distinguo qu'on fait là. J'explique juste brièvement, les Italiens notoirement baissaient la valeur de leur monnaie par rapport aux francs, aux marques et autres, pour rendre les produits italiens plus facilement exportables, disait-on. Or, on s'aperçoit en réalité que le problème était ailleurs et que c'était un problème donc de flux, c'est-à-dire les grands équilibres entre ce qui était importé et ce qui était exporté. Oui, et la conséquence monétaire était surtout là. Ouais, alors il faut savoir une chose, c'est que nous avons là le système monétaire européen d'Armand Denis Chaure. Voilà, et voilà. Il avait écrit ce livre en 1993. Or, ce monsieur a refait une étude où il explique très bien dans l'étude qu'il a refaite dans les années 2000, où il explique très bien que le SME pénalisait nos industries, était une des causes de l'absence d'investissement.
Et oui, c'est le cœur du Mais problème. à cette époque, au contraire, il disait tout simplement que le SME était une conséquence naturelle permettant d'améliorer les flux de marchandises et de circulation des capitaux. Donc, dans ce document-là, il ne dit pas la vérité, il dit des contre-vérités. Je précise que mon professeur à l'université m'a dit de ne jamais dire le mot de mensonge. À titre personnel, moi je considère qu'il Il ne ment pas, il se trompe. il se trompe. Ça, c'est voilà. ma mère qui me dit ça, c'est pas mon professeur d'économie, Maintenant, puisque je n'en ai jamais eu. je vous montre une étude faite par des étudiants, des universitaires américains. Shielding the franc, protéger le franc. Shielding. Oui. Shielding the franc. Ouais, des francs. Oui. Et là, nous avons une autre version qui nous est racontée, qui date de 1969 à C'est-à-dire protéger le franc. 1988, etc. C'est que, tout simplement, c'était construire la monnaie unique, une monnaie européenne. Il ne précise pas la forme et la nature, c'est très important, tu me précises bien, la forme et la nature, parce que Giscard d'Estaing va faire un pacte avec Schmitt. Et Oui, il va on dire en revient au pacte du pseudo-CFA entre Schmitt et Giscard. qu'on peut très bien avoir une monnaie unique, mais qui ne sera unique que pour la population, mais qui en vérité ne sera qu'une unité de compte commune à parité fixe. Ce qu'on appelait l'écu Voilà. à une époque. Est-ce que ça correspond à l'écu European Counting Unit? Oui, c'est ça. Je crois que c'était à peu près l'idée de l'écu. Alors, nous allons quand même comprendre que ce pacte-là signifie simplement que chaque État est responsable de ses dettes, de sa balance commerciale, de sa balance de paiement, et que ce qu'on appellera plus ou moins l'union monétaire, c'est seulement que la politique monétaire est confiée à un organisme indépendant, l'organisme le plus indépendant au monde, il faut le savoir officiellement, qui ne dépend d'aucun parlement, ce qui n'était pas le cas de la Bundesbank. La Bundesbank n'était pas indépendante mais autonome. Je précise, la Bundesbank n'a été jamais indépendante, elle était autonome. C'est différent. C'est-à-dire que ces décisions pouvaient être contrecarrées par un vote du Parlement. Voilà. C'est ça la vérité historique, ce qu'on ne dit pas à l'opinion publique. C'est-à-dire que la politique monétaire va être confiée à un organisme autonome qu'on s'appelle la BCE, et un ensemble de banques centrales de la zone euro qui peuvent mener la politique monétaire, c'est-à-dire fixer les taux d'intérêt, le mode de refinancement des banques, selon la propre exigence, pour atteindre un objectif de stabilité des prix des produits courants. Et de lutte contre l'inflation. Voilà, non. À l'époque, il n'y avait pas la lutte contre l'inflation. Non, ce n'est pas... Il faut reprendre des traités. C'est Brousseau qui l'explique très bien. C'est une politique de prix, de stabilité des prix, qui consiste en quoi? C'est un ensemble de produits courants qui ne va pas dépasser 2%. Il n'y a pas... Là-dedans ne comprend pas l'inflation des actifs. Voilà, il faut savoir une chose, que si votre appartement peut augmenter 100 fois sa valeur, ce n'est pas une inflation pour la BCE. Par contre, si le prix du pain et votre salaire augmentent, c'est une inflation. Voilà. Et actuellement, nous avons une inflation d'actifs, et nous avons, mais pas une inflation de produits de consommation courante. Oui, on a une inflation du capital. Voilà, une inflation du capital, comme tu le dis. Et mais il faut dire les choses simplement et clairement, comme ça tout le monde va bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà, et à partir de là, chaque pays on a une inflation du capital, mais on a une tentative de déflation des produits de consommation, je dirais, indispensables. Voilà, alors il faut qu'on revienne un peu en avant. C'est quoi notre monnaie unique? Nous maintenant devons appeler une monnaie nationale à parité fixe, dont la politique monétaire et des taux de change est confiée. La politique monétaire est confiée à la Banque centrale européenne, et la politique des taux de change est confiée à la fois à la Banque centrale européenne et au Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est ça. Oui, je veux juste ajouter une chose pour que ce soit bien clair pour tout le monde, puisqu'on fait de l'éducation populaire, là, c'est que, comme tu viens de le souligner, on a un point central. C'est-à-dire qu'on a cette politique
dite, bon, je ne vais pas réutiliser les termes en tout genre qu'utilisent les économistes vulgaires, mais pratiquement ça consiste en quoi? Ce que chacun peut observer, c'est-à-dire qu'on a une inflation du capital, y compris du capital mort, à commencer par le capital immobilier, et elle se fait au prix d'une déflation supposée ou soi-disant de ce qui est consommé de manière nécessaire, indispensable par la population, mais c'est obtenu par quoi? Parce que tu as évoqué tout à l'heure la politique de déflation compétitive des revenus, c'est-à-dire tout ça se fait au nom de la soi-disant austérité par une pression sur les salaires et les revenus, les bas revenus. Ben oui, c'est ça en gros, et on voit comment les deux sont liés. Ben là je crois qu'on est au cœur de la logique de tout ce merveilleux mécanisme européen monétaire, politique et économique. Alors tu reviens, tout ce que tu dis, il faut revenir au moment du SME. Parce que c'est très important au point du moment. Le SME, Giscard d'Estaing, propose à Helmut Schmidt de faire une monnaie commune, c'est ça la vraie raison, à parité fixe, où chaque pays est responsable de sa situation économique, avec une unité de compte à parité fixe, puisqu'on verra par la suite, Desbrousseaux l'explique très bien. Et l'Allemagne va dire, oui, je suis d'accord, mais à seule condition, c'est vous combattiez l'inflation. Et quel moyen a la France pour combattre l'inflation? Le seul moyen qu'elle a, c'est sur la variable emploi et salaire. Voilà. Elle pratiquera des taux d'intérêt surélevés durant les années 80-90 qui vont ralentir les investissements. Elle va pratiquer un déficit budgétaire chronique sur les dépenses de fonctionnement qui vont endetter la France. Un endettement sans investissement, c'est pour payer les dépenses qui étaient pour maintenir l'équilibre social. Tout ça va être prévu. Entre parenthèses, des équilibres de la couverture sociale qui sont nés du fait qu'on ne produit de moins en moins, oui, puisqu'on délocalise un maximum, et donc on est obligé de s'endetter, puisqu'avant on autofinançait nous-mêmes cette couverture sociale par la valeur, par le coût du travail, ce qu'on appelait le coût du travail, mais parce qu'il y avait du travail et de la production en face. Oui, le gros problème, c'est qu'il va y en avoir de moins en moins, et donc l'endettement va exploser. Voilà. Et là, finalement, on dit qu'en 1983, M. Jacques Delors dit dans Paris Match que la France vit au-dessus de ses moyens parce qu'elle a un déficit de 2,5% par rapport au PIB, 2,5% au PIB. Or, je précise, depuis que nous sommes rentrés dans l'euro, nous ne sommes jamais descendus en dessous de 3%, ou seulement 3% du PIB, sachant avec une inflation basse, non pas parce que nous dépensons trop, mais parce que nous n'avons plus de recettes nécessaires et plus de croissance économique. Et là, M. Delors ne dit absolument rien du tout. Et qu'est-ce qu'il va répondre dans un magazine, l'Express, qui n'est pas cité dans les médias? C'est quelle année, ça? 2008. Je ne suis pas le père de cet euro-là. Enfin, il dit, c'est pas, on n'a pas écouté, c'est entièrement faux. C'est faux, faux et faux. Oui, 2008, c'est le moment où il est déjà en train de prendre du recul parce que, entre autres choses, comme on l'expliquera plus tard, il commence à s'être fait beaucoup d'ennemis, y compris, alors il s'était fait des ennemis au Parti Socialiste, on en parlera, c'est comme ça qu'il va se retrouver à Bruxelles, mais il va également se faire des ennemis à Bruxelles. Ben, là, déjà en 2008, il commence à avoir fatigué un petit peu ses pairs. Ben, c'est-à-dire que c'est monsieur donneur de leçons. Or, là, on va commencer à dire certaines vérités. Jacques Delors était très peu actif à la Commission européenne. C'est un mythe qu'on a fait croire auprès de l'opinion publique. On s'est servi de lui parce qu'il avait une couverture sociale, chrétienne, de gauche, personnaliste, et qu'on avait besoin de donner une coloration sociale à une politique libérale de la Commission européenne. C'était tout. Il n'y a rien de social qui a été fait de la part de la Commission européenne. La Commission européenne, c'était quoi? C'était simplement l'idée suivante. Il s'est fait, comment on peut dire, influencer par un certain monsieur Étienne d'Avignon, qui lui avait dit qu'il fallait absolument que l'Europe crée des grands groupes industriels, qu'on appelle des champions, pour pouvoir concurrencer les États-Unis et le Japon.
Des premiers de cordée au niveau industriel. On appelle les champions européens. Et de ce fait, qu'il fallait créer un marché unique pour permettre l'émergence de ces grands champions. C'est d'une naïveté et d'une imbécilité totale. Parce que Jacques Delors oublie de dire dans ses mémoires que le problème industriel, d'une politique commune économique industrielle, a été abandonné dans les années 60. Et on peut même dire que les champions, il y en a existé quelques-uns, du genre Airbus, ne sont absolument pas le fait d'une politique européenne industrielle, mais d'accords intergouvernementaux. Oui, il faut bien distinguer les deux. La politique de l'Union, de la communauté européenne, des communautés européennes ou de l'Union européenne, suivant la période, qui propose des modes de décision qui lui sont propres, c'est-à-dire que c'est la Commission qui propose et c'est le Conseil des ministres qui décide, par rapport aux solutions intergouvernementales, où c'est les gouvernements qui décident de mettre en œuvre une politique commune. Voilà. Sauf le point qui se passe, les décisions intergouvernementales ne doivent pas contrarier les traités européens. Des politiques communes sur des objets industriels bien précis, hein, qui, en fonction des rapports de force des uns et des autres, arrangent tout le monde à un moment donné. Le traité de Rome, que j'appelle le traité germano-européen, ce ne sont pas des traités européens. C'est du mensonge, des traités germano-européens. L'Allemagne avait qu'un seul objectif. Elle était une puissance industrielle. Elle voulait maintenir ses prérogatives de puissance industrielle dans le cadre d'une union douanière. Elle ne voulait pas participer à une politique industrielle commune. D'accord. Le traité de Rome le permettait de manière facultative, non pas de manière obligatoire. Donc, à partir de là, c'est créer un mythe en disant que la France ne voulait pas une union économique, une gouvernance économique refusée par l'Allemagne, une union politique qui était, comme on dit, trop risquée pour la France. Ça, c'est entièrement... Je donne un exemple simple. Je reprends celui qui est le plus connu et qui est tout le temps cité. On ne va pas parler d'Ariane ou des trucs comme ça, mais c'était un peu la même chose. À l'époque où arrive le projet Airbus, la France est encore bien devant l'Allemagne dans le secteur aéronautique. Mais grâce grâce à la politique qui avait été menée précédemment, notamment à l'époque gaulliste, par Pompidou, etc., aussi pour les aspects d'industrie militaire. Mais la France était très en avance, était le prééminent, y compris devant les Anglais à l'époque, au niveau de l'industrie aéronautique. Donc, si ça s'est fait et que les Allemands, et les Anglais d'ailleurs, s'y sont pliés assez rapidement, c'est tout simplement parce qu'il y avait un leadership à la fois politique et industriel de l'Europe gaulliste, de la France, pardon, gaulliste de l'époque. Et ça s'est fait complètement indépendamment de toute institution ou structure européenne. Oui, mais là, tu fais bien dire une chose qui est très importante. Même chose pour Ariane Espace, entre parenthèses. Hein. Nous sommes dans un travail de déconstruction et de reconstruction. Nous avons des idées et des concepts qui nous ont été dits par ces hommes, comme Jacques Delors, notamment, puisque nous centrons sur ce personnage. Hein. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est que Jacques Delors fait croire à des mythes qui sont faux. Georges Pompidou croyait à l'investissement et disait qu'il y a un impératif industriel. Valéry Giscard d'Estaing a dit que la France devait devenir une puissance moyenne, voilà, et fait le jeu de la politique monétaire commune avec l'Allemagne. Il accepte stricto sensus la domination économique allemande, mais souhaite orienter l'économie française vers une économie plus patrimoniale, du type rente coloniale. Voilà. Valéry se propose au parti, Monsieur Jacques Delors fait une conversion marxiste-socialiste en rupture du capitalisme, puisqu'il adhère au programme commun. Oui, il va faire un nouveau retournement complet de veste voilà. Quelques années après. Il a écrit un livre où il confirme très bien qu'il était toute sa vie socialiste, il n'était que ça, socialiste, et qu'il n'est pas socialiste pluraliste, sans le définir, c'est-à-dire une séparation entre l'économie et le politique. On ne sépare jamais l'économie et le politique, ça n'existera jamais. Même l'économie la plus libérale sera politique.
C'est quand même lui qui va faire pression, notamment, y compris dans les années 80, sur les salaires, pour faire baisser les salaires, parce que pour lui, facteur essentiel d'inflation et de manque de compétitivité de la France. Je dis ça sous ton contrôle. Là, apparaît la légende qu'on fait croire que la France, on crée une légende suivante. Le Parti socialiste comprend qu'ils ont fait une erreur dans la politique de relance, qui était une petite politique de relance, dans un contexte inapproprié, et François Mitterrand, donc au début du mitterrandisme, comprend que finalement, qu'il faut accepter le jeu de la concurrence et le capitalisme et s'adapter à un nouvel environnement économique. Il n'est plus du tout question de sortir du capitalisme et pas davantage de changer la vie à partir de ce moment-là. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. L'opinion publique, dans sa majorité, a été trompée. Le vrai problème a été en 1983, si on reste au SME, si on ne reste pas au SME. Si on relance l'industrie française dans le cadre de la communauté européenne, si on reste dans le SME. Elle sera deux conséquences très importantes. Si on sort du SME, la France joue une politique industrielle active et va pratiquer un protectionnisme agressif pour moderniser son outil de travail. Je précise très bien que depuis 10 ans, on n'investissait pas assez en France. Et il y a un autre choix qui est fait, qui est le choix de Delors, des banquiers, du Trésor, du monde finance. La France reste dans le SME, mais doit pratiquer une politique de déflation salariale et d'injustement par le salaire et par le chômage. Et va commencer incidemment à accélérer le bazardage de toutes les grandes industries nationales jusque-là publiques, et sans compter évidemment la privatisation du secteur bancaire et des assurances. Voilà, c'est ça. Ça commence à ce moment-là. Donc on va faire exactement l'inverse. Alors il faut savoir une chose, pourquoi on a bradé tout le système industriel français, pourquoi on a privatisé le secteur financier. Ben là, on peut dire une chose, qu'on avait un type qui est formidable, un homme qui aimait manger des pommes, Chirac, qui était un vrai imbécile, qui n'avait aucune vision politique, qui n'avait que le pouvoir, qui n'aimait que le pouvoir, qui ne voyait que le pouvoir, et qui pouvait dire une chose et son contraire, qui, au lieu de laisser les entreprises, et Balladur aussi, au lieu de laisser une part prépondérante l'actionnaire de l'État dans les grandes entreprises françaises, puisque c'est l'État qui les a renfloués, donc les contribuables, ils vont tout privatiser. Enfin, ça avait été déjà commencé largement, y compris pendant la période Jospin, du mitterrandisme. Ça a commencé durant la période sous Chirac, la première cohabitation. Première cohabitation. Ça a continué la deuxième cohabitation sous Balladur. Et ensuite, ça a accéléré, c'est Jospin, durant la troisième cohabitation. Après, on a tout lâché, là. On a tout lâché. Grâce à notamment d'éminents bienfaiteurs publics du genre DSK. DSK, voilà. Et on va donner une nouvelle définition du socialisme. Le socialisme, c'est la raison dans l'économie. Voilà. C'est l'intelligence dans l'économie. C'est l'anti-totalitarisme. Voilà. Gaulo-communiste. La France va passer de 20% de dette à 60%, sans que cet endettement ait servi à financer. On verra le silence de Jacques Delors, qui aurait pu proposer sa démission comme président de la Commission européenne pour critiquer la politique de la France. Et là, il va commencer à dire... Où il s'était retrouvé incidemment parce qu'il avait renoncé à briguer la présidence de la République dans des circonstances qu'on évoquera peut-être plus tard. Mais enfin, disons, il y a eu des raisons calomnieuses et personnelles que je n'ai pas à dire parce que je n'ai pas de preuves et elles sont dangereuses à le dire. Mais la vraie raison était la chose suivante. Jacques Delors n'aurait pas accepté d'être en face de ces mensonges, tout simplement. Parce que des livres étaient prêts, des ouvrages étaient prêts, de présenter le vrai visage. Pour contrecarrer sa candidature, qui était quasiment certaine à l'époque. Hein. Oui. Les plus jeunes ne peuvent pas l'imaginer, mais c'était joué, c'était Delors qui allait être le candidat et qui serait élu pour succéder à Mitterrand, et non pas Chirac, bien sûr. François Mitterrand avait une forte rancune
contre Jacques Delors, qui était très simple. Jacques Delors devait tout à François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui l'a fait rentrer en 1974 au Parti socialiste. Ce n'est pas quelqu'un qui a réussi à devenir un militant de base au Parti socialiste. Il n'a jamais collé d'affiche au Parti socialiste. Il ne participait pas aux meetings. C'est François Mitterrand qui l'a pris comme ministre de l'économie parce qu'il savait très bien qu'il faisait partie de la commission trilatérale et parce qu'il avait le soutien de banquiers anglo-saxons. François Mitterrand l'a nommé président des commissions des communautés européennes. À l'époque, il y en avait 3. Donc, il a fait toute sa carrière. C'est François Mitterrand qui a dû se débrouiller lui-même pour gagner les élections en 88 parce que M. Jacques Delors aurait avoué à la télévision qu'il était prêt à accepter la fonction de Premier ministre sur Raymond Barre. Il faut le savoir, ça. Oui, il faut le savoir aussi, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, en tout cas, c'est que ça va être l'occasion d'instiller un peu de proportionnel, comme il disait à l'époque, mais surtout d'amener le Front National à l'Assemblée nationale, simplement pour éviter la droite. Jacques Delors va tout de suite n'a pas participé aux négociations. Donc l'extrême droite plutôt que la droite. Jacques Delors ne va pas participer aux négociations du traité de Maastricht, mais un comité de l'or qui soi-disant proposait des modalités d'organisation d'une politique, de monnaie commune, de politique monétaire commune, qui permettait, sous certaines conditions, l'instauration d'une politique, d'une monnaie unique. Je répète. Le comité... Oui, répète, parce que là c'est important. Le comité de l'or... Ce sera le sujet du 3e épisode, la monnaie unique, mais on va l'introduire justement dans cette conclusion que tu vas nous donner. Jacques Delors a produit 2 rapports. Le premier rapport, c'est le comité de l'or, organisé par les gouverneurs de la Banque de France, les gouverneurs des banques centrales de la communauté européenne, qui proposait la mise en œuvre d'une politique monétaire commune permettant l'instauration d'une monnaie unique. Je répète. Donc ça c'est Maastricht. C'est le comité de l'or. Oui. Il faut bien comprendre, il faut prendre 3 temps. Le comité de l'or proposait l'instauration d'une politique monétaire commune permettant l'instauration d'une monnaie unique. C'est la poursuite des petits pas de Jean Monnet. Mais elle permettait d'autres options et ne définissait pas la nature de la monnaie unique. Ensuite, il y a le rapport Emerson, qu'il a bien entendu, qui disait que s'il y avait une monnaie unique dans la communauté européenne, seuls les salaires et l'emploi étaient des variables d'ajustement. Mais ça, il ne l'a pas dit. Il est resté silencieux. C'est le rapport Emerson. Ce rapport Emerson prédisait éventuellement 5 à 6% de croissance en plus. Complètement incompréhensible. La mise en œuvre du traité de Maastricht, Jacques Delors n'y a pas participé parce qu'il a perdu sa crédibilité au niveau des instances internationales. Déjà à ce moment-là. Oui, déjà à ce moment-là. Il l'avoue lui-même dans l'unité de l'homme, qu'il n'était sous surveillance, qu'il n'était plus écouté, parce qu'on estime qu'il n'a pas été suffisamment vigilant au moment de la rédaction de l'acte unique, où c'est lui qui l'a rédigé. Et le traité de Maastricht était un traité qui a été élaboré non pas par la Commission européenne, mais par une commission intergouvernementale, dont il s'est inspiré du rapport du comité de l'or et du rapport Emerson. Et là va se poser un problème suivant. L'Allemagne ne voulait pas la monnaie unique. Ne voulait pas. Était d'accord pour une politique monétaire commune avec des banques centrales. C'est d'ailleurs ce qu'explique très bien Brousseau, Voilà, qui sait de quoi il parle, puisqu'il était à la BCE dès l'origine. Alors, ils vont dire la chose suivante, les Allemands vont dire la chose suivante.
vont imposer toutes les conditions que Mitterrand va accepter, mais à condition que ce soit irrévocable. Je précise, les Allemands vont imposer toutes les conditions, à condition que ce soit va être irrévocable. Les Allemands pensaient que la France et les autres pays n'allaient pas tenir. Et là, les Allemands vont faire un coup de... Excusez-moi du terme. Je n'ose pas dire un gros mot, mais moi, je l'ai découvert. Un coup tordu. Tordu. Je préfère un coup de pute. Une ruse. Une ruse, excuse-moi. Mais c'est un langage un peu... Ils vont casser le SME. Après que les Français ont choisi le traité de Maastricht. Ils vont casser le SME en espérant que cela va retarder ou remettre en cause la monnaie unique. Ils vont casser le SME. Oui, parce qu'ils avaient beaucoup de prévention contre la monnaie unique, mais ça a été très bien expliqué aussi par Brousseau. Et donc, ils vont même placer des bombes à retardement dont nous parlerons sans doute plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre, et là c'est important, la monnaie unique, qu'on peut avoir une monnaie unique, on peut parler de monnaie multinationale, à parité fixe, puisque la signature reste au niveau des banques nationales, mais avec une politique unique monétaire faite par la BCE. C'est très important de... Oui, c'est pas une vraie monnaie unique au sens où il n'y a pas une seule banque centrale qui met la monnaie, et il y en a plusieurs. Oui, et c'est le fameux Target 2 qu'on a... On va en reparler peut-être à l'épisode suivant, parce que là, on a déjà pas mal de choses. Il faut bien comprendre une chose, la seule variable, il n'y a pas de croissance supplémentaire, il n'y a pas d'emploi supplémentaire, ça ne va pas diminuer le chômage, puisque la seule modalité de résolution du chômage est la flexibilité. Oui, ce que tu es en train de résumer, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on a pu prétendre, notamment Delors ou d'autres pairs dans tous les sens du terme de l'Europe, et surtout de l'Union monétaire, il n'y a aucune conséquence positive en termes social et économiques à attendre de cette monnaie unique. Ce n'était pas du tout l'objet de cette monnaie unique. Toute information qui a été divulguée à l'opinion publique est mensongère. Le seul avantage que donne la monnaie, disons, j'avais plus envie de dire la monnaie unique, mais ça c'est... Croire qu'on a une monnaie unique dans la zone euro, c'est ne pas comprendre le fond du problème. Le seul avantage qu'il y a, c'est que cela va permettre de développer l'activité bancaire. Et en même temps, développer l'activité bancaire, puisque ça va développer la circulation, non pas tant des marchandises, que surtout des capitaux. Oui. Des capitaux sous condition, parce qu'on voit maintenant les circulations des capitaux sont libres, mais elles ne circulent pas puisqu'il y a des dettes Target 2 qui sont là, qui sont apparues depuis 10 ans et qu'on dit qu'elles n'ont aucun impact devant l'économie selon Mario Draghi. Je vous rappelle une chose, ce qu'a dit le président de la Banque centrale américaine, de la Fed, écrit dans ses mémoires, « Si vous avez compris ce que nous avons dit, c'est que nous avons mal fait notre travail. » Oui, on va conclure ce deuxième épisode sur cet aphorisme un peu énigmatique, mais on va y consacrer tout le troisième épisode, je crois, qui va être consacré donc à cette affaire de Target 2, et on peut anticiper un petit peu, mais ceux qui ont suivi par exemple les conférences de Brousseau sans doute se doutent de la conclusion de cette belle histoire européenne, c'est que évidemment on va comprendre comment en germe dès sa naissance la construction institutionnelle et technique de cette prétendue monnaie unique comportait les conditions de son implosion future quand elle ne rendrait pas exactement tous les services souhaités par la finance internationale et ses promoteurs anglo-saxons. Donc là-dessus, je te remercie pour... Tu voulais ajouter une conclusion supplémentaire ? Je précise une chose, que pour ma part, j'ai eu comme professeur Madame Nicole Nesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Et je peux vous dire une chose, que je me pose la question, qu'elle-même n'était pas au courant de choses que je vous dis.
Oui, il y a un sérieux problème qu'évoque le fait qu'il faut que ce soit un autodidacte autiste Asperger qui, dans le cadre de ses recherches de thèse de doctorat, malgré tout, qu'il entreprend malgré toutes les embûches, rassemble au prix d'un travail colossal de recherche et de compilation des informations qui existent, qui sont accessibles, mais que tout le monde feint d'ignorer, à commencer par ceux qui nous font la promotion, surtout en ce moment, du fait de la période électorale, de l'Union européenne et de ses institutions, notamment monétaires. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est vraiment au milieu d'une ignorance généralisée, volontaire ou pas, je ne sais pas, mais enfin que ton travail nous permet de mesurer. Thierry Chopin était l'autre professeur du CNAM. Je les respecte en tant qu'enseignants. C'était des très beaux enseignants qui m'ont beaucoup appris, qui ont été très disponibles avec les auditeurs et les élèves du CNAM. Je n'ai aucun reproche à leur faire là-dessus, qui ont fait leur métier de professeur d'université. Mais dès qu'il s'agissait de comprendre les choses en profondeur, dès qu'il s'agit de l'économie réelle, on va dire. L'économie réelle, et de justifier leurs propos, nous n'avions aucune réponse. Aucune réponse. Eh bien, ces réponses, on va les amener. On en a déjà amené pas mal, donc je t'en remercie, Daniel. Et le prochain épisode, avant l'épilogue électoral, donc dans quelques jours, le 3e épisode, où on vous donnera le fin mot de cette histoire. Oui. Merci, Daniel. De rien.